comment je passe en... Peut-être en guise d'avant-propos, un grand merci aux organisateurs de ce colloque et je suis ravi, bien sûr, de pouvoir vous présenter des travaux qui ne sont ici qu'une synthèse de ce que j'ai déjà pu publier dans la revue Histoire urbaine sur les maires et leurs logements sociaux, où justement je m'intéressais à cette expérience tout à fait singulière qu'est le Grand Paris. Le Grand Paris, un territoire, bien sûr, que vous connaissez aujourd'hui, mais qui a une profondeur historique, puisqu'il est inscrit à l'agenda politique dès la Belle Époque et devient, je dirais, le lieu d'une centralité politique, le lieu également d'un laboratoire lié à ce monde de la réforme sociale, réforme urbaine qu'évoquait Thibaut Tellier ce matin. Donc, l'histoire du logement social dans ce qu'il est convenu d'appeler le territoire du Grand Paris est une histoire qui est intimement liée à la singularité de ce territoire, singularité qui tient d'abord à la croissance urbaine, comme élément de contexte essentiel. Il est important, me semble-t-il, de rappeler que la croissance urbaine, plus de la moitié de la croissance urbaine du XIXe siècle jusqu'au premier XXe siècle, se polarise sur ce territoire. Un territoire donc, qui concentre l'essentiel de la croissance urbaine, qui est le lieu également de ce qu'on a pu appeler l'avènement des banlieues populaires, résidentielles, d'une typologie éclatée et ségrégée de ces territoires suburbains. Un territoire aussi singulier puisqu'il polarise l'essentiel des richesses. L'essentiel des richesses, 50% de la richesse nationale est polarisée sur ce territoire durant toute la période de l'entre-deux-guerres et même au-delà, jusque dans les années 1950. Polarisation des richesses est également lieu de l'avènement d'une géopolitique qui traduit des radicalités partisanes, et on pensera ici bien sûr à l'expérience du socialisme municipal qui se développe à très grande échelle dès la fin du XIXe siècle et surtout à partir des élections municipales de 1919, et plus encore bien sûr de l'expérience de la banlieue rouge. L'expérience de la banlieue rouge qui marque l'histoire de ce géopolitique, de ce Grand Paris. Donc croissance urbaine, polarisation des richesses, avènement d'une géopolitique qui va s'enraciner dans le paysage politique français et singulariser ce territoire du Grand Paris. Et enfin, bien sûr, laboratoire des politiques urbaines. Laboratoire des politiques urbaines, et notre présidente à l'instant, il y a quelques minutes, insistait sur le rôle des collectivités territoriales. On ne peut pas saisir les enjeux de l'histoire du logement social sans les replacer incontestablement dans une histoire de longue durée, mais surtout sans insister sur, je dirais, ce compromis transinstitutionnel, si j'ose dire, qui est scellé autour de l'histoire du logement social entre un État qui incontestablement impose un cadre, des normes, mais également des collectivités territoriales qui confortent leur légitimité d'action dans un grand nombre de communes en devenant des collectivités qui réalisent un domaine communal tout à fait essentiel à la cohésion sociale et urbaine des territoires, et je pense en particulier à l'enjeu du logement HBM, devenu le logement HLM à partir de 1950. Donc pour saisir cette histoire du logement social, il importe justement de, je pense, saisir ces enjeux à la lumière de ce qu'est l'histoire de la décentralisation. Et dans cette histoire de la décentralisation, à mon sens, une date reste une date pilier, fondatrice, c'est la Charte municipale de 1884. Charte municipale de 1884 qui codifie les prérogatives municipales et qui conforte la reconnaissance politique des élus, et qui va également conforter ce que l'on pourrait appeler un amicalisme d'élus, dont Herriot est une des figures tutélaires, mais il est loin d'être cette seule figure, un amicalisme majoral qui incarne en quelque sorte ce que l'on appelle aujourd'hui, au regard de notre actualité brûlante, ces corps intermédiaires indispensables à l'État pour pacifier les territoires. Donc, cette histoire du logement social, vous me prévenez pour le temps, je compte sur vous, elle est d'abord, si j'ose dire, une histoire incarnée. Une histoire incarnée, et j'insiste ici sur une des figures tutélaires du logement social au XXe siècle,
et du mouvement HLM, c'est Henri Sellier. Henri Sellier, donc une figure du socialisme municipal, connu pour avoir été le maire de Suresnes de 1919 à 1941. Mais ce qui singularise surtout Henri Sellier, c'est son statut politique et surtout sa place dans une nébuleuse de réformateurs sociaux, de réformateurs urbains, affiliés bien sûr à l'histoire du musée social, mais au-delà bien sûr affiliés à l'histoire du municipalisme. Henri Sellier va incarner en quelque sorte la construction et la reconnaissance politique du Grand Paris. Et au sein du Grand Paris, donc, qui agrège au début du XXe siècle à la fois Paris et les 80 communes qui ceinturent la capitale et qui forment avec elle le département de la Seine, qui est ce territoire du Grand Paris, ce territoire politique, Sellier joue un rôle extrêmement important dans la fabrique de nouvelles politiques urbaines et en particulier dans la promotion du logement social. Alors ici, vous l'avez, je dirais, caricaturé en un patron, un saint patron du logement social. Et on retrouve en effet ce que l'on évoquait précédemment, un saint patron du logement social, de tradition socialiste, vous l'aurez compris, mais qui insiste finalement sur la vocation sociale du logement social, qui est aussi une fonction qui répond à une morale, à une exigence de moralisation des milieux populaires, de la classe ouvrière en particulier, contre tous les maux MAUX de la civilisation urbaine, et en particulier, on le voit ici sur cette caricature, l'alcoolisme. Donc, autour d'Henri Sellier, vous avez incontestablement cette figure du maire réalisateur, qui va marquer l'histoire du logement social, en particulier, bien sûr, dans ce territoire capital qu'est le Grand Paris. Pourquoi ? Parce que Henri Sellier va être à l'origine, dans cette première période sur les années de fondation, à l'origine de la reconnaissance des offices publics. Reconnaissance des offices publics qui deviennent un véritable groupe de pression au début des années fin, avec leur fédération, dont le nombre connaît une croissance considérable. Il n'était à peine qu'une petite dizaine avant la Grande Guerre, au lendemain de l'adoption de cette loi essentielle de 1912, plusieurs fois évoquée durant ce colloque. Et donc Henri Sellier va être l'un des promoteurs de ce lobbying du logement social en s'appuyant finalement sur cette fédération des offices publics qui vont devenir un groupe de pression extrêmement essentiel dans la négociation et la reconnaissance du logement social comme politique urbaine essentielle, en particulier donc aux territoires suburbains et aux banlieues populaires en particulier. Donc, le département de la Seine, le Grand Paris, va être finalement un laboratoire d'expérimentation, un laboratoire qui est intimement lié à l'histoire du socialisme municipal. Socialisme municipal entendu non pas comme l'expression de radicalité, d'une contestation de l'ordre établi, mais davantage comme une expression politique d'un compromis entre les collectivités locales et l'État dans la prise en charge du social, et plus précisément même du changement social dans ces territoires traversés par déjà les ségrégations urbaines et sociales. Donc un territoire qui, je le disais, polarise la croissance urbaine, polarise également ces maux de la civilisation urbaine, qui se caractérisent notamment par le surpeuplement et le mal-logement, que l'on voit ici représenté sur ces cartes réalisées par l'Office départemental de la Seine, créé par Henri Sellier en 1915, qui devient l'un des opérateurs essentiels dans cette volonté de promouvoir le logement social. Mal-logement qui est intimement lié également aux maladies sociales, et en particulier à cette maladie sociale de ce 19e siècle et de ce premier 20e siècle, qui est la tuberculose. Donc le logement social, cela a été dit précédemment, est incontestablement, je dirais, le lieu, en quelque sorte, de la lutte contre la mortalité, le lieu de la promotion de l'hygiène sociale. Et donc, en ce sens, il répond, je dirais, à une volonté de contrôler les territoires et surtout, bien sûr, de promouvoir la santé publique dans des territoires qui étaient jusqu'ici travaillés par la croissance urbaine, la promiscuité urbaine et ces maladies sociales. Donc, un levier essentiel
c'est l'office départemental de la Seine, qui, avec l'office de Paris, créé un an plus tôt, en 1914, va promouvoir et construire plus de la moitié des logements HBM locatifs durant toute la période de l'entre-deux-guerres. Donc on voit bien la place singulière de ce Grand Paris, qui concentre l'essentiel de la construction HBM et qui va profiter d'un texte qu'on a peu évoqué aujourd'hui. L'intervenant qui devait l'évoquer, malheureusement, n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, qui est la loi Loucheur. La loi Loucheur de 1928, qui est fondamentale. Pourquoi ? Parce qu'elle est la première loi de programmation nationale de logement. Elle annonce la construction de 260 000 HBM, et des HBM qui seront essentiellement des HBM municipales ou départementales, donc portées par la puissance locale, publique locale, et comme principal laboratoire de mise en chantier de cette loi de programmation de HBM, vous avez bien sûr ces deux offices départementaux qui vont à eux seuls réaliser un quart de la production d'HBM municipale, auquel il convient d'ajouter, au même moment, les sociétés d'économie mixte, commencent, durant l'entre-deux-guerres, à devenir un acteur essentiel de la production de logements sociaux et qui sont soutenus par les collectivités territoriales et en particulier par la ville de Paris. Et je dirais, ces politiques sont importantes parce qu'elles vont produire un modèle d'urbanisation, un modèle de sociabilité, de contrôle politique des territoires qui est la Cité-Jardin. La Cité-Jardin, et vous les voyez ici représentées sur les cartes des réalisations de l'office public du département de la Seine. Elles sont une dizaine à être réalisées durant la période de l'entre-deux-guerres, sous l'autorité d'Henri Sellier et du réseau d'architectes qu'il anime autour de lui et autour de son office d'habitation à Bon Marché. L'autre levier, c'est bien sûr les offices municipaux, qui très souvent restent des coquilles vides. Incontestablement, leur nombre croît, mais leur potentialité, je dirais, de réalisation reste limitée. On est toujours et constamment dans une histoire à répétition qui est celle de la crise des finances locales. Et pourtant, dans certaines communes de tradition socialiste, d'autres de tradition communiste, le logement social va devenir incontestablement une politique de faire-valoir, une politique d'enracinement de l'expérience socialiste et communiste. Et on le voit donc sur la carte la plus à droite, les réalisations dans quelques communes d'opérations de HLM qui sont aussi importantes que celles réalisées pour la ville de Lyon. Donc on voit que ces offices municipaux sont, dans certaines communes, incontestablement des laboratoires politiques. Et en particulier, je reviens en amont sur cette banlieue rouge qui se forme à l'époque, autour d'une figure tutélaire qui prend appui sur l'expérience d'Henri Sellier, qui est Georges Marane. Georges Marane, maire d'Ivry-sur-Seine de 1925 à 1965, qui est le fondateur de ce que l'on a pu appeler le communisme municipal, qui est un communisme à la fois de radicalité, d'opposition au régime, mais qui, dans sa pratique, relève incontestablement d'un compromis, puisque bien sûr, vous le savez mieux que moi, le pouvoir municipal reste, je dirais, encadré par la tutelle préfectorale et étatique et les délibérations et l'action même de ces offices communaux relèvent, je dirais, du compromis essentiel noué entre ces collectivités territoriales et l'État, y compris dans des banlieues qui se réclament en quelque sorte du grand soir lorsqu'il s'agit des banlieues rouges. Et justement, la figure de Marane est à ce sens assez exemplaire et intéressante à observer. Il incarne, lorsqu'il est élu, la photo de droite, cette radicalité politique, son conseil municipal, radicalité, vous la voyez ici représentée, parce que vous avez une femme qui a été élue, alors qu'elles ne sont ni électrices ni éligibles jusqu'en 1945, radicalité encore toujours par la symbolique, avec la statue de Karl Marx et le portrait de Lénine. Et en même temps, ces mêmes élus, se réclamant d'une radicalité politique tout à fait exemplaire, se convertissent au pouvoir local et même mieux au pouvoir départemental et à cette collaboration à l'État, puisque ce même Marane sera élu président du département de la Seine dès la mise en œuvre du Rassemblement populaire en 1935, devenu en 1936 le Front populaire, et il sera donc à la tête de l'une des plus puissantes collectivités territoriales, le département de la Seine, et reprendra en quelque sorte le témoin d'Henri Sellier dans cette volonté de promouvoir un logement social pour les milieux
milieux populaires. Donc, incontestablement, une volonté de bâtir du logement social qui repose sur ce compromis trans-institutionnel entre l'État et les collectivités territoriales, qui répond incontestablement à une volonté aussi de pacification des territoires, qui est un enjeu essentiel pour saisir la vocation de ces politiques urbaines, et qui va donner lieu à des réalisations tout à fait exemplaires, mais qui, on le voit bien, sont déjà confrontés à ce qui travaille en quelque sorte ces premières opérations de logements sociaux, c'est-à-dire à l'enjeu de l'équipement, à l'enjeu du désenclavement. Et on le voit bien notamment sur la cité de jardins de Châtenay-Malabry, ou encore à l'enjeu de la densification avec l'avènement, à partir de ce milieu des années 30, d'un logement social qui n'est plus la cité-jardin originelle, mais qui relève en quelque sorte de l'invention de la tour et de la barre. Et là, vous avez ici comme modèle expérimental de cette architecture, bien sûr, la cité de la Muette à Drancy. Donc, ce que je tiens à dire, et finalement je vais aller beaucoup plus vite puisqu'il me reste 5 minutes, mais ce logement social est un faire-valoir pour les élites urbaines et municipales. Il est aussi un lieu de contrôle politique des territoires, et ne l'oublions pas, il est aussi un lieu de sociabilité et de socialisation. Il fait la fierté des communes, de ses maires réalisateurs, mais incontestablement, derrière le logement social, il y a aussi un projet de moralisation et d'éducation des milieux populaires, dès l'origine. Certes, cela a été dit ce matin, le logement social ne s'adresse pas aux plus pauvres, mais il s'adresse aux catégories populaires stabilisées, certes, mais qui n'en restent pas moins populaires. En tout cas, dans un grand nombre de communes, et en particulier dans ces communes de tradition socialiste et communiste. Donc, sociabilité que l'on voit ici représentée à travers ce bulletin municipal de la ville d'Ivry, sociabilité qui, bien sûr, doit servir un projet politique, servir l'enracinement d'une expérience politique, ici le communisme municipal, et qui s'accompagne en quelque sorte de tout un faisceau de nouvelles politiques qui prennent en charge le social, et en particulier les patronages ou les colonies de vacances, et qui incontestablement a une incidence sur la géopolitique de ces territoires. J'en veux pour preuve cet enracinement de la banlieue rouge que vous voyez ici représenté sur le territoire du Grand Paris et de sa proche banlieue, ici représenté. Et déjà, dès l'entre-deux-guerres, ce logement social incarne aussi un progrès social lié à l'hygiène, lié aussi à une certaine conception de la modernité que l'on retrouve ici sur cette photo. Pour terminer, bien sûr, cette expérience, et finalement je n'aurais ici évoqué que la période de l'entre-deux-guerres et non pas la dernière partie de mon propos, peut-être que nous échangerons sur cette expérience de cet urbanisme prioritaire et ce passage à cet urbanisme des grands ensembles dans la discussion, mais je crois important bien sûr d'insister sur à la fois ce compromis qui noue en quelque sorte les élites urbaines et municipales à l'État et en particulier au corps préfectoral qui sont des soutiens à ces politiques de réalisation municipale. Également, il est essentiel de le souligner, mais l'acteur majeur d'accompagnement de ces politiques de logements sociaux, en tout cas dans cette première génération, est incontestablement la Caisse des dépôts et consignations, qui déjà, autour de la loi Locher, permet finalement l'édification de ces premières réalisations d'opérations à grande échelle de logements sociaux, et surtout, incontestablement aussi, ces expériences de logements sociaux contribuent à ancrer des expériences politiques, et vous voyez ici de représenter, en parallèle de la densification du logement social, l'enracinement de ces élus communistes dans cette banlieue rouge, puisque la teinte la plus sombre représente des mandatures de maires pendant plus de 50 années de mandature. Donc on voit bien en quelque sorte que ce projet social est aussi devenu un projet politique. J'en reste ici, je ne vais pas plus loin, et puis j'aurai certainement l'occasion de vous en dire plus peut-être tout à l'heure sur cette seconde partie de mon propos, que vous pourrez bien sûr lire si vous êtes intéressé dans la revue Histoire urbaine. Je vous remercie.